Simba Morning News. À quelques heures du 22 septembre, nos reporters sont allés recueillir l'avis des concitoyens. Focus sur le mémorial Modibo Keïta qui a été construit en souvenir au premier président du Mali. À l'international, nous parlerons du Rwanda et de l'Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, c'était là les grandes articulations de ce journal. Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information. 22 septembre 1960 à 22 septembre 2021, cela fait aujourd'hui 61 ans que l'État malien a acquis son indépendance. Comme chaque année, cette journée sera meublée par le défilé de différents corps militaires et par le dépôt de germes effectué par le président de la République au monument de l'indépendance. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Comme je vous le disais dans les titres, à quelques heures de cette journée qui commémore la date officielle de l'indépendance du Mali, nos reporters Sokona Diakité, Adama Sanoko et Ambayole Tembeli ont promené leur micro pour connaître l'avis de nos concitoyens. Suivons. Le vert, jaune, rouge, les couleurs du pays, le drapeau national est présent un peu partout à Bamako, notamment sur les grandes artères de la ville. L'explication est simple. Nous sommes la veille du 22 septembre. L'événement était célébré avec fierté, patriotisme et faste d'après ses interlocuteurs. Durant notre jeunesse, chaque corps de métier, notamment les médecins, les pêcheurs, les cultivateurs, ainsi que les fonctionnaires défilaient avec leurs symboles. À la veille du 22 septembre, il faut voir les grandes artères de Bamako, ou dans toutes les villes du Mali. On blanchissait le tronc des arbres avec de la chaux blanche. On faisait appel du fin coin du Mali, du hameau au village, en passant par l'arrondissement, en passant par le cercle, à la région, jusqu'à la capitale. Tout le monde venait. Celui qui avait des tam-tams, celui qui avait des flûtes, celui qui avait des balafons, toutes sortes de manifestations. Mais de nos jours, la ferveur autour de la fête d'indépendance du Mali s'est affaissée du point de vue de cet autre intervenant. Le jour d'aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas de fête. On entend des noms comme ça, le 2 septembre, mais on ne voit pas de fête. J'ai posé des questions moi-même, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est même pas la guerre, ça n'a rien à voir avec ça. Et les gens, ils s'en fichent. Ce manque d'engouement n'est pas gratuit et l'État du pays depuis 2012 en est pour quelque chose. Le 22 septembre de cette année particulièrement, on l'a fête dans une atmosphère pas habituelle. Le Mali est occupé depuis 2012. Pratiquement les 2/3 du pays sont occupés par les terroristes. Il y a l'insécurité au Mali. Instabilité du pays depuis plusieurs années ou manque de transmission des valeurs autour de la symbolique du 22 septembre 1960. Le constat est là. L'événement que représente la date d'accession du Mali à la souveraineté nationale n'a plus sa grandeur d'antan. Toujours dans le cadre de la fête de l'indépendance du Mali, Issa Kaoudjim, le président du parti ACRT Faso-Kawele, a lancé un appel à toutes les forces vives de la nation à un sursaut national autour du Mali afin de recouvrir sa dignité et sa souveraineté. Il est au micro de notre reporter Moussa Tembini. C'est dans la réconciliation et dans la paix que nous arriverons à nous remettre en cause. Pas pour notre ego, mais pour notre cher Mali, le Mali qui nous a tout donné. Et je n'ai jamais été quelqu'un qui a été tendre avec le mouvement démocratique. Mais que cela ne tienne au nom de la réconciliation, du vivre ensemble, et de cette opportunité du 22 septembre, nous devons aller de l'avant. Il y va de la survie de notre nation. Le pardon, la réconciliation sont nécessaires aujourd'hui pour notre pays.
Nous appelons au leadership du président de transition, son imperturbable patriote Assimi Goïta, dans son rôle de père des nations, de rassembler tous les acteurs politiques qui se réclament de la Première République, des acteurs politiques qui se réclament de la Deuxième République, des acteurs politiques qui se réclament de la Troisième République, mais aussi de tenir compte, le plus important, tous ceux et toutes celles qui sont acquises à cette dynamique de rupture, qui est les forces du changement. Dans le cadre de la Nuit de la Paix, le ministère de la Culture, en partenariat avec celui de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, ont lancé la campagne nationale de la salubrité. Une campagne qui se veut désormais pérenne pour un Mali propre et qui fait bon vivre. Aruna Saliakone était à la cérémonie. À travers ces coups de balai, la campagne nationale de salubrité Sigida Sanya est lancée. Une campagne qui rappelle les bonnes pratiques d'antan dont les aînés sont nostalgiques. La relance, ce réveil de bonne éducation civique qui est d'un autre temps, nous interpelle tous. Nous sommes nostalgiques de ces années où la population se mobilisait spontanément à l'approche de la fête de l'indépendance. 22 septembre pour nettoyer, balayer les rues, devanture des maisons. Nous sommes nostalgiques de cette population avec la fibre patriotique. Cette campagne vise à instaurer ces bonnes pratiques du passé pour faire bon vivre dans les pays. Sigida Sanya. Cette action citoyenne était jadis le quotidien de nos sœurs et de nos mamans. Il s'agit dans une démarche globale et systématique de rétablir cette pratique positive dans la construction du Mali nouveau auquel nous aspirons tous. La campagne nationale de la citoyenneté Sigida Sanya permettra à terme d'assainir nos terroirs, d'éradiquer nombre de maladies chroniques, de faire de ces espaces des endroits où il fait bon vivre. Elle est un appel aux familles qui versent ça et là les eaux usées, qui creusent des fossés septiques et les drainent sur les rues. Cette initiative est un défi colossal, mais pas insurmontable, estime le coordinateur des chefs du quartier de Bamako. Monsieur le ministre, vouloir initier et entreprendre une aussi vaste campagne de salubrité à travers le pays en commençant tout naturellement par Bamako relève certainement de ce qu'on peut appeler les 12 travaux d'Hercule. Mais vous avez montré par votre opiniâtreté que vous êtes capable de relever ce défi. Le ministre de la Citoyenneté appelle ceux qui ont pris la mauvaise habitude de déverser les ordures dans des caniveaux, qui drainent les eaux usées sur le trottoir, à changer de comportement, puisque bâtir le Mali courroie passe par là aussi. La ministre française des Armées Florence a effectué une visite dans la capitale malienne dans un contexte où la tension est très tendue concernant la présence française militaire au Mali et l'éventuelle arrivée des mercenaires russes dans le pays. Une visite durant laquelle la représentante du gouvernement français n'a pas manqué de charger l'entreprise privée russe Wagner pour dissuader les militaires maliens de renoncer à leur possible collaboration future avec les Russes. Aminata Chektal et Abdoulaye Koniba Konaté. Bien qu'il n'y ait pas d'acte posé pour officialiser un contrat avec la société Wagner, le partenaire militaire du Mali ne dort pas sur ses deux oreilles. Pour cause, la France est en passe d'être supplantée par la Russie sur le sol malien. L'allié du Mali ne reste pas insensible à cette nouvelle. Lors d'un entretien accordé à nos confrères du journal L'Indépendant en marge de sa visite à Bamako, la ministre française des Armées, Florence Parly, avance des arguments pour tacler sa nouvelle adversaire, la Russie. Elle se prononce, je cite, « L'expérience et les faits démontrent que l'engagement de Wagner mène à l'échec. Ce fut le cas au Mozambique, où l'intervention de Wagner, qui a dû se retirer piteusement, n'a en aucun cas permis d'améliorer la situation. » Fin de citation. De surcroît, la représentante du gouvernement français continue de citer des exemples des pays qui, selon elle, n'a pas de bons souvenirs de la société Wagner. Aux yeux de Florence Parly,
Le déploiement de cette société a accentué la déstabilisation de la Centrafrique, générée par des tensions avec les Nations Unies. Cette collaboration avec Wagner s'est traduite par des graves violations des droits de l'homme, dont des exactions contre les populations civiles et une prédation sur les ressources du pays. Nous souhaitons le retour de l'État malien de ses propres armées, pas l'arrivée de mercenaires russes. Fin de citation. Cette réaction de la France n'a cependant pas passé inaperçue. Selon plusieurs observateurs, ces propos sont dépouillés de toute objectivité. Pour eux, le partenaire militaire du Mali, la France dans le creux de la vague, essaie de redorer son blason à travers cette visite qui, au regard des faits, n'a été qu'un coup d'épée dans l'eau. Bâti sur une superficie de 4 hectares et demi, le mémorial à Modibo Keïta a été construit en 1999 en souvenir au premier président du Mali. Le style architecture est inspiré du Kanaga, un idéogramme Dogon. Le mémorial a aussi des photos exposées qui retracent le parcours de l'homme. La visite guidée avec Aruna Saliakoni. À un jet de pierre de la cité administrative, se dresse le mémorial Modibo Keïta. Bâti sur une superficie de 4 hectares et demi, il est érigé en 1999 en souvenir à Modibo Keïta, le premier président de la République du Mali. Le style architectural est inspiré du Kanaga, un idéogramme Dogon. Notre architecte s'est inspiré du petit masque Dogon pour mettre le fond du mémorial en conformité avec ce petit masque Dogon. Le mémorial, c'est aussi la salle d'exposition. Là, on découvre les photos retraçant les parcours du père de l'indépendance du Mali. Bon, ça, ce sont quelques photos. À peu près 45 photos sont là concernant les différentes réalités que Modibo a posées. Donc ce sont ces photos qui sont là, y compris la statue et les monnaies. Justement, la monnaie. Sachant que l'autonomie monétaire est une question inhérente à la souveraineté nationale, Modibo Keïta avait créé le franc malien en juillet 1962. Un tableau reconstituant les différentes coupures de billets de francs maliens est exposé au mémorial. Une réalité du Mali sur chaque billet. Vous voyez le billet de 50, ça c'est la première mosquée qui a été construite par Kankou Moussa en 1335, appelée la mosquée, s'appelle la mosquée de Djinkarébert. La tête du président Modibo Keïta. La femme Peul. Le premier marché qui a été construit à Bamako appelé Soukouba. Le laboureur et sa charrue. Cette statue que vous voyez juste derrière moi surplombe le mémorial Modibo Keïta. Elle mesure 1,98 m, c'est-à-dire la taille réelle du président Modibo Keïta. Elle pèse 1,5 tonne. Donc c'était en bronze, mais récemment ils l'ont peinturé en noir. Donc la statue, elle est là. L'érection du mémorial à cet endroit et la direction du regard du président n'est pas fortuite. Et le président Alpha Oumar Konaré en son temps avait le projet de la cité administrative. Donc il a préféré faire face à la statue qui fait face à la cité administrative. Un cadre fatigué ou mal intentionné, quand il tire les rideaux, directement tu vas voir quelqu'un qui a tout donné. Et tu vas avoir la conscience. Le mémorial est ouvert à tous. La direction appelle donc le public à sa fréquentation. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, beaucoup de gens adhèrent un peu à cette optique. Nous recevons des familles qui viennent avec leurs hôtes en visite. Et de plus en plus, le chapeau est tiré pour les établissements scolaires et universitaires en général, privés et publics confondus. Le mémorial est ouvert à tout le monde, pas les Maliens seulement, à tout le monde. Nous sommes payés à l'État, c'est gratuit, tout est gratuit. Modibo Keïta est né en 1915 à Bamako. Instituteur puis inspecteur de l'enseignement primaire, il fut député à l'Assemblée nationale française.
Il sera le 27 décembre 1956, le premier maire élu de Bamako. Renversé le 19 novembre 1968 par un coup d'État, Modibo Keïta meurt le 16 mai 1977 en détention. 44 ans après sa mort, Modibo Keïta constitue aujourd'hui l'homme d'État malien qui fait presque l'unanimité. Son exemple de probité, d'intégrité, de patriotisme est admiré de tous et doit être enseigné dans les écoles maliennes pour réveiller le sursaut patriotique. L'image du jour est consacrée au drapeau du Mali. La loi portant création du drapeau national a été adoptée le 20 janvier 1961 par les députés réunis en séance plénière de l'Assemblée nationale, 4 mois après la proclamation solennelle de l'indépendance de la République du Mali le 22 septembre 1960. Cette loi numéro 6126 du 21 janvier 1961 consacre la version définitive du drapeau national du Mali. Il est composé de 3 bandes de couleurs verte, jaune et rouge. La couleur verte de la première bande signifie l'espérance, la verdure des prairies et des champs du Mali, de son sol et de tout ce que celui-ci peut produire pour le bien-être des populations maliennes. Le vert rappelle aussi la vocation essentiellement agropastorale du pays pour le développement, la modernisation continue et l'intégration duquel aucun effort ne serait ménagé. Quant à la couleur jaune donnée à la deuxième bande verticale, elle représente l'or que recèle le sous-sol du Mali, en plus d'autres ressources minières potentielles. La couleur or témoigne donc de la conscience qu'ont les Maliens de ce patrimoine qui est le leur et qu'ils entendent défendre à tout prix. La couleur rouge de la troisième bande verticale constitue pour les Maliens à la fois un souvenir, une méditation et une exhortation. Les Maliens doivent se souvenir du sang versé par les leurs pour la défense de leur patrie contre l'occupation étrangère et la libération de celle-ci du joug colonial. Le rouge du drapeau national est une exhortation pour les Maliens à lutter jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour préserver l'intégrité de leur sol, leur sous-sol et leur patrimoine artistique et culturel afin qu'ils les exploitent dans leur seul et unique intérêt. La page internationale à présent avec Fanta Diarra. L'homme le plus fort du monde, Iron Bibi, a été accueilli en héros à Ouagadougou après avoir battu le record mondial du log lift en Écosse le 18 septembre 2021 avec une charge de 229 kg. C'est très grand pour moi parce que depuis 2018, je cherche à briser ce record du monde. Et ce n'est pas moi seul. Ce record est là depuis 2000. Ça fait 16 ans que Zydrunas Savickas détient ce record. Il vient de Lituanie. Et beaucoup d'athlètes qui ont commencé le strongman, commencé leur carrière de strongman et terminé leur carrière sans briser ce record. Donc c'est vraiment grand. Et encore comme je dis, ça me donne de la force et puis je vais mettre ce record à un autre niveau et pour que ça soit encore très difficile de briser. Moi personnellement, après Thomas Sankara qui a pu changer le nom du pays là, moi ce monsieur là, il est vraiment, il fait beaucoup pour le pays et grâce à lui on connaît le nom du Burkina Faso et le drapeau du pays même flotte dans des coins où on n'aurait jamais imaginé ça. Voilà. Et grâce à lui encore, le nom du Burkina Faso et lui-même son nom est dans le livre des records de Guinness. C'est quelque chose qui n'est jamais vu, quelque chose qu'on n'a jamais vu au Burkina Faso ici. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, 76 ans, est absent à la reprise de son procès pour corruption. Zuma avait bénéficié de la raison de la liberté conditionnelle pour médicale dans une procédure distincte, le condamnant à la prison ferme. Le procureur Wim Trengove se prononce sur le sujet. Zuma n'est pas là aujourd'hui. La comparution au tribunal n'est pas facultative, elle est obligatoire. Nous contestons sa décision de ne pas être présent aujourd'hui. Nous souhaiterons à la première occasion son droit de choisir de ne pas être ici aujourd'hui. Quant à l'avocat de Jacob Zuma, c'était dans l'intention de l'ex-président d'être présent en personne lors des débats.
Mais sur avis de ces médecins, il est resté dans la province à Gauteng pour être à leur disposition et qu'ils pourront ainsi déterminer s'il peut rentrer à son domicile dans la province de KwaZulu. Mais grâce au conseil de ces médecins, il restera dans la province de Gauteng afin d'être à leur portée jusqu'à ce qu'il décide qu'il peut retourner chez lui dans la province de KwaZulu-Natal. Nous allons à la première occasion souhaiter induire des preuves à ce sujet. Paul Roussès Abagina, ancien hôtelier dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, est devenu un féroce critique du président Paul Kagame, est condamné à 25 ans de prison pour terrorisme au terme d'un procès qualifié de politique par ses soutiens. Les 20 autres accusés ont écopé de peines allant de 3 à 20 ans. Le juge Antoine Mouhima s'exprime davantage. En ce qui concerne Roussès Abagina, il est reconnu coupable d'être membre d'un groupe armé illégal et de participer à des activités terroristes. Mais il est acquitté de la création d'un groupe armé illégal. Par conséquent, Roussès Abagina Paul est condamné à 25 ans d'enfermement. L'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines à Kigali, connu pour avoir permis le sauvetage de plus d'1 millier de personnes durant le génocide de 1994, a été reconnu coupable d'avoir fondé et d'appartenir au Front de Libération Nationale, groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Sa famille et ses soutiens n'ont cessé de déclarer ces derniers mois un spectacle mis en place par le gouvernement rwandais pour faire taire une critique et refroidir toute dissidence future. Dans une interview du début du mois de septembre, Paul Kagame avait assuré que Roussès Abagina serait jugé aussi équitablement que possible. Amnesty International a dénoncé dans un communiqué lundi de nombreuses violations de ses droits, dont son arrestation sous de faux prétextes, son transfert illégal au Rwanda, sa disparition forcée et sa détention au secret, alors que la fondation Clooney a estimé que, compte tenu de l'âge et de la mauvaise santé de Roussès Abagina, cette peine sévère est susceptible d'être une condamnation à mort. Paul Roussès Abagina est depuis plus de 20 ans un féroce opposant à Paul Kagame, qu'il accuse d'autoritarisme et d'alimenter un sentiment anti-Hutu. Les collégiennes et lycéennes afghanes retourneront en cours le plus rapidement possible, assure Zabiullah Mujahid, porte-parole du régime des talibans, lors d'une conférence de presse à Kaboul. L'annonce récente par les talibans d'une série de restrictions envers les femmes avait craint qu'ils n'interdisent à de nouvelles filles d'étudier. Grâce à une nouvelle procédure appropriée de créer un environnement éducatif sûr pour les femmes et les filles, nous y travaillons, a-t-il déclaré. J'espère que ce problème sera bientôt résolu. Zabiullah Mujahid espère que ce problème sera bientôt résolu et le ministère de l'Éducation s'y attelle car il s'agit d'un problème important. Écoutons Zabiullah Mujahid, porte-parole du régime des talibans. Il y a des questions liées à la charia ici. Toutes les stratégies qui permettront aux femmes d'aller travailler et de s'instruire afin que les femmes s'acquittent de leurs responsabilités et commencent leur travail. Nous finalisons les choses. Cela arrivera aussi vite que possible, a affirmé Mujahid lors d'une conférence de presse à Kaboul à propos du retour en cours des collégiennes et lycéennes. Ajouta que le gouvernement souhaitait offrir un environnement éducatif sûr aux filles avant leur retour en classe. Le porte-parole du régime a par ailleurs annoncé que les talibans avaient complété la formation de leur gouvernement, faisant entrer quelques membres d'autres communautés conformément à leur engagement initial d'avoir un cabinet ouvert à la diversité. L'absence de femmes au gouvernement, également reçue, a été confirmée mardi par Mujahid, tout comme celle dans le ministère des Femmes. Les talibans ont également, depuis leur arrivée, limité l'accès des femmes au monde du travail, leur disant de rester chez elles pour leur sécurité et jusqu'à ce qu'ils peuvent largement organiser la séparation entre hommes et femmes également sur les lieux de travail. Des milliers de milliers d'entre elles sont ainsi entrées dans le monde du travail. Parlons sport. L'AS Police en dames et l'USFAS en monsieur ont remporté le samedi 18 septembre l'édition 2021 des championnats nationaux
seniors de handball au stade Modibo Keïta de Bamako. Amadou Tolo revient sur ces victoires. La Fédération malienne de handball a organisé du 11 au 18 septembre l'édition 2021 de ses championnats nationaux, masculins et féminins. Les finales ont opposé les équipes hommes et dames de l'USFAS et de l'AS Police. Ainsi, chez les dames, les policières n'ont laissé aucune chance à leur adversaire du jour, l'USFAS. Elles ont dominé la rencontre du début jusqu'à la fin pour finalement s'imposer 36-24. Quant aux hommes, le suspense était au rendez-vous. Aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le dessus sur l'autre. Mais les militaires, grâce à leur expérience, l'ont finalement emporté sur les policiers 20-16. L'AS Police en dames et l'USFAS en messieurs remportent l'édition 2021 des championnats nationaux de handball. Vivement l'édition prochaine. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête de l'indépendance du Mali à toutes et à tous. Joliba Morning News.